bienvenue sur ce grand et beau stand du département du Val-de-Marne et des territoires du Val-de-Marne pour notre table ronde vers une meilleure connaissance des parcs et locaux d'activité, d'entrepôts et de commerce en Île-de-France avec Christian de Carangal. Bonjour Christian, avec directeur général adjoint de l'IEIF, Carmen Robert. Bonjour, bonjour Carmen, directrice du pôle développement et commercial de Spirit, avec Nicolas Thion. Bonjour Nicolas, directeur associé chez EOL. Et enfin Didier Pindelio. Bonjour, co-directeur de l'asset management chez Proudreed. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. L'objectif de notre session ici, c'est pas simplement d'animer le stand, c'est de vous donner un contenu à jour sur la question des locaux d'activité, des parcs d'activité, principalement. On parlera aussi de logistique et de commerce en Île-de-France, dans le contexte de la métropole du Grand Paris, dans les territoires du Val-de-Marne. Et je crois qu'il y a, on va commencer tout de suite avec vous, Christian, un travail de fond au long cours qui est engagé par l'ORIE. Donc il y a déjà un certain nombre de conclusions et de lignes de force qu'on souhaitait pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Donc quant à moi, Nicolas Buchou, je suis le président du Cercle Grand Paris de l'investissement durable, think tank qui s'occupe aussi de ces questions. Donc on est très heureux de vous rejoindre. Je passe tout de suite la parole à Christian. Merci beaucoup. L'ORIE que la plupart d'entre vous connaissent, donc l'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise en Île-de-France, jusqu'à présent s'occupait essentiellement de bureaux. Et comme notre titre c'est immobilier d'entreprise, nous nous sommes dit à un moment, et le conseil d'administration dans son ensemble s'est dit qu'il était important également d'essayer de progresser vers une meilleure connaissance des parcs d'autres locaux, et notamment donc de locaux d'activité, d'entrepôts et de commerce. Alors, à quoi est-ce que ça peut servir d'avoir une vision, une appréhension quantitative des parcs autres que de bureaux? Évidemment, bien évidemment, comme pour le bureau, il est important d'améliorer la connaissance. C'est important pour les acteurs privés, pour connaître les évolutions, pour connaître la dimension globale du parc, pour connaître les polarités. Et c'est également important pour les acteurs publics en ce moment. Alors, ça l'a toujours été, mais notamment en ce moment, on sait qu'on a des évolutions en termes de gouvernance, on passe à la métropole du Grand Paris, et qu'on a un certain nombre d'évolutions importantes, de questions sur également le développement du Grand Paris Express qui va faire évoluer les polarités. Et on sait très bien qu'il y a des questions importantes également, et on y reviendra dans la table ronde, autour de la question de la mixité urbaine entre les bureaux, le commerce, les locaux d'activité, les entrepôts. Alors, le parc de bureaux, c'est assez connu. Là, par contre, c'est 53 millions de mètres carrés. OK. Et le reste ? Alors, nous nous sommes heurtés à énormément de difficultés méthodologiques pour essayer d'arriver à des bouts d'estimation en matière de parc. Alors, les enjeux méthodologiques. Je dirais le plus simple, ça a été de traiter les entrepôts. En tout cas, les entrepôts de plus de 5000 m², puisqu'on a une grande chance en Île-de-France. On a une taxe annuelle sur les bureaux, les entrepôts et les commerces. Je dirais que le seul intérêt, c'est le côté statistique. La taxe en soi n'est vraiment pas une chance. Mais au moins, elle nous permet d'avoir accès, en tant qu'observatoire dont l'État est membre, d'avoir accès à des données fiscales. Et donc là, nous avons utilisé les sources fiscales pour estimer le parc d'entrepôts de plus de 5000 m². Deuxième élément, les commerces. Alors les commerces, il n'y a pas d'estimation complète, exhaustive du parc de commerce en Île-de-France. Pour ce qui est des ensembles commerciaux, donc à la fois des centres commerciaux et des retail parks, nous avons travaillé avec un ensemble d'acteurs dont vous avez la liste sous les yeux. BNP Paribas Real Estate, CBRE, la CCI Paris-Île-de-France, le CNCC, Cushman & Wakefield et l'IAU, et que nous avons mis autour d'une table pour la première fois et qui ont accepté d'échanger leurs données pour arriver à la meilleure connaissance possible en termes d'ensembles commerciaux. On a exclu, pour cette première étape,
l'ensemble des pieds d'immeubles pour lequel il n'y a actuellement aucune estimation. L'APUR et la Chambre de commerce font une estimation en nombre de boutiques. Par contre, il n'y a actuellement aucune estimation en termes de surface. Et puis, alors, le troisième élément, là, ça a été le plus complexe, ça ne vous étonnera pas, c'est tout ce qui concerne les locaux d'activité. Alors, les locaux d'activité, pourquoi ? Parce que déjà, il n'y a pas de définition officielle de ce qu'est un local d'activité. Et deuxièmement, il n'y a pas d'approche. Il est très compliqué de faire des approches fiscales. Il n'y a pas d'approche fiscale directe. Et il est très compliqué également d'appréhender cette catégorie d'actifs. Alors, premier élément, quand on vous dit qu'il n'y a pas de définition, vous avez ici les 9 définitions juridiques qui existent dans le Code de l'urbanisme en termes de destination. Et vous voyez qu'il n'y a pas de local d'activité. Donc, quand on regarde en termes de destination, il n'y a déjà rien qui permet de faire ressortir les locaux d'activité. Alors, bien sûr, on en trouve un peu dans l'industrie, on en trouve un peu dans l'artisanat, mais on en trouve aussi un peu dans l'entreposage, parce que vous avez des rez-de-chaussée qui servent d'entrepôt. On en trouve dans les bureaux, parce que vous avez des locaux d'activité très tertiaires. On va dire que c'est à peu près tout. Enfin, on en trouve à pas mal d'endroits. Deuxième élément, qui là, en tout cas, pourrait amener à faire évoluer la réflexion, bien évidemment, on a des destinations au sens du Code de l'urbanisme, mais on sait très bien que l'usage des locaux d'activité peut être différent et qu'on retrouve beaucoup de locaux d'activité utilisés en bureau, voire même l'inverse parfois. Alors, le groupe de travail qui a travaillé là-dessus a retenu une définition qui était de dire le local d'activité est un local dans lequel il y a une mixité de fonctions et qui évolue au gré des besoins. Sont considérés comme des locaux d'activité les locaux dont 80% des surfaces n'appartiennent pas à une des 9 catégories du Code de l'urbanisme. Dit autrement, quand j'ai 80% de bureaux, c'est du bureau, ou plus, c'est du bureau. 80% de commerce ou plus, c'est du commerce. Quand ce n'est pas du bureau, du commerce, de l'habitation, etc., par défaut, ça devient du local d'activité. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a travaillé à partir des matrices cadastrales et puis en croisant les codes NAF, donc les codes de la nomenclature d'activité française qui sont tenus par l'INSEE, et on a pris une méthodologie qui avait été mise en place par l'ODIM, donc l'Observatoire de l'immobilier entreprise dans le Val-de-Marne, pour essayer de repérer quelles sont les typologies d'entreprises qui pourraient occuper des locaux d'activité. Et ensuite, on a croisé en plus une revue visuelle à travers Google View pour voir un petit peu quelle tête les bâtiments avaient. Alors, quels sont les résultats ? On va commencer par le plus difficile, les locaux d'activité. Et les locaux d'activité, on est vraiment, donc c'est très bien qu'il y ait un débat après avec plus qualitatif. On a travaillé sur 4 communes tests pour essayer de repérer quelle était l'importance des différents locaux d'activité. Donc on a travaillé sur Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, sur Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, sur Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne et sur Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines. Donc 4 typologies très différentes de villes. Ce que vous avez à chaque fois, c'est donc la ville. Vous avez en violet toutes les emprises parcellaires, cadastrales, qui sont liées à de l'activité économique, c'est-à-dire du bureau, du commerce, des locaux d'activité, tout. Et vous avez en rouge tous les locaux d'activité qui ont été identifiés à l'intérieur de chacune des villes. Alors, pour vous donner un résultat, donc à Vitry-sur-Seine, 174 parcelles au total, occupées par 208 entreprises. Et vous voyez que les locaux d'activité sont à la fois localisés dans les zones d'activité économique, mais aussi de manière très diffuse à l'intérieur du territoire. Les activités économiques au sens large, donc si on prend bureaux, commerce, locaux d'activité, etc., c'est 250 hectares en 2012, donc 25% de la surface de Vitry-sur-Seine. Donc on voit bien qu'il y a une consommation en termes de foncier qui est importante. Et sur ces 25% de surface, à Vitry-sur-Seine, 89% sont dédiés aux activités économiques et industrielles, hors bureaux, commerce, etc. Donc on voit qu'on est bien dans un tissu urbain qui est plutôt un tissu d'activité. À Vitry, les locaux sont à 67% mono-occupants,
Et 79% sont détenus par des investisseurs privés, donc en fait, en général, le chef d'entreprise qui possède les locaux dans lesquels il travaille. Donc les entreprises présentes dans ces locaux ont également un fort ancrage territorial, puisque 33% ont été installés avant l'année 2000. Alors, on a différents... on a fait le même type de travail pour les différentes villes. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble du travail. Vous voyez qu'à Saint-Denis, on a un nombre très important d'établissements qui occupent des locaux d'activité. On voit qu'également à Gennevilliers, on en a pas mal aussi. Par contre, à Montigny-Bretonneux, on est plutôt dans un tissu tertiaire, ce que nous savons tous, mais qui est confirmé ici, avec une faible part de locaux d'activité. Alors par contre, à Gennevilliers, à la différence de Vitry, je vous ai dit qu'à Vitry-sur-Seine, 33% des locaux d'activité étaient occupés par la même entreprise depuis l'année 2000 ou avant. À l'inverse, à Gennevilliers, vous avez 38% des entreprises qui se sont implantées après 2010. Donc on est sur des entreprises qui sont beaucoup plus jeunes. Alors, première conclusion, premiers enseignements sur les locaux d'activité. D'abord, la première chose, c'est une déconnexion qui est parfois observée entre la destination et l'usage des locaux. Donc peut-être qu'il faudrait faire évoluer des choses en termes de législation. Deuxièmement, les locaux d'activité occupent une part importante des emprises foncières dédiées aux activités économiques en première couronne, même si évidemment cela tend à diminuer, et vous le savez tous, en raison de la pression foncière et des prix. Donc en tout cas, ça pose la question de la mixité en zone dense. La structure de la propriété, on est plutôt sur du mono-occupant en majorité, mais pas que. Et puis l'ancrage territorial, par contre, est très variable d'un territoire à l'autre. Je rajoute un dernier élément de semi-conclusion. Vous voyez qu'en termes de parc, on est très loin d'avoir une vision globale, puisque nous avons travaillé sur 4 communes, et que donc 4 communes sur 1300 communes en Île-de-France, on a encore beaucoup de travail avant d'essayer d'appréhender un parc de locaux d'activité. Alors, rapidement, sur les entrepôts en Île-de-France. Vous avez ici, en entrepôt, 1,3 million de mètres carrés ont été construits entre 2008 et 2013. 81% se trouvent en Grande Couronne et 41% uniquement dans le département de la Seine-et-Marne. Donc on a vraiment une très grande concentration d'entrepôts dans le département de la Seine-et-Marne. Et vous avez à l'écran en rouge ce qu'on appelle les territoires de la logistique, c'est-à-dire des territoires qui ont au moins 450 000 mètres carrés d'entrepôts. Et vous voyez que les territoires les plus importants sont toute la zone autour de Roissy et toute la zone autour de Sénart, avec une construction dans l'ouest qui est beaucoup plus tertiaire que entrepôt. Vous avez ici la même représentation avec les agréments, et donc on voit la même chose, un desserrement des entrepôts, ce qu'on voyait également ici. Vous avez un desserrement des entrepôts qui sont de plus en plus construits en deuxième, voire en troisième couronne, voire pour échapper notamment à la redevance pour création de bureaux, d'entrepôts et de commerces, qui sont juste en limite de département, par exemple dans l'Oise, en limite de l'Île-de-France, pour des raisons fiscales. Le parc d'entrepôts, vous voyez qu'il est estimé aujourd'hui de plus de 5000 m² à 16,3 millions de mètres carrés, avec une concentration importante dans les fameux territoires de la logistique, également sur l'axe autour de l'A4. Donc 16,3 millions de mètres carrés contre 12,5 millions de mètres carrés il y a 10 ans, donc une croissance de 38%. Quand on regarde juste le Val-de-Marne, ça a un petit peu ripé. À la différence des autres départements, vous avez des mises en chantier qui ont plutôt augmenté, alors avec une période 2008-2013 qui a beaucoup baissé. Et puis très rapidement, en termes de parc, le Val-de-Marne, c'est 10% du parc d'entrepôt de plus de 5000 m², et il arrive en 5e position en termes de département avec 1,5 million de mètres carrés d'entrepôt. Et puis très rapidement, les ensembles commerciaux en Île-de-France, vous avez peut-être l'impression qu'on les connaît tous. D'abord, vous avez ici les grandes évolutions. Grande Couronne, on construit le plus en Grande Couronne. Paris, avec quelques pics en 2006 et en 2013, et en Petite Couronne. Donc là, c'est les autorisations de CDAC. Et vous voyez qu'on a eu des pics 2000, 2005, 2010, et que l'année 2014 est par contre l'année où on a le moins construit, enfin le moins autorisé, d'ensembles commerciaux sur l'ensemble de la période.
Si on reprend la décomposition retenue par le CNCC, donc les centres commerciaux super régionaux, régionaux, grands centres commerciaux, petits centres commerciaux, très petits centres commerciaux et les parcs d'activités commerciaux, aujourd'hui, au total, avec cette mise en commun de l'ensemble des données, on arrive à 7,3 millions de mètres carrés d'ensembles commerciaux, dont donc une part importante évidemment en surface pour les centres commerciaux, mais également une part non négligeable pour les retail parks et parcs d'activités commerciaux, puisqu'ils représentent environ 1,3 million de mètres carrés. Répartition, une localisation principale en termes de surface en Yvelines et en Seine-Saint-Denis. Et si on regarde le Val-de-Marne représente 12% du parc d'ensembles commerciaux. Il arrive en 4e position, avec à peu près 900 000 m² de surface commerciale. Et si on regarde les centres commerciaux, la composition de ce parc d'ensembles commerciaux, on a une surreprésentation de centres commerciaux super régionaux, c'est-à-dire des centres commerciaux de plus de 80 000 m², et 20% de grands centres commerciaux, c'est-à-dire des centres commerciaux entre 20 000 et 40 000 m². Je vais juste très, très rapidement, pour conclure, je pense qu'il est très important qu'on continue à développer la connaissance des parcs, et notamment des parcs de locaux d'activité dont vous voyez qu'elle est quand même très parcellaire par rapport à ce qu'on sait pour les entrepôts et les surfaces commerciales, avec une programmation économique dans les contrats de développement territoriaux qui fait la part belle, bien sûr au bureau 48%, mais à plein d'autres activités. Et pour ça, il faut avoir une connaissance de ce tissu. Et puis, on peut se poser aussi après des questions plus qualitatives, et notamment, quel est le devenir pour, sur les parcs existants, des surfaces qui sont vacantes, ou vacantes depuis un certain temps, et notamment les entrepôts, mais également les locaux d'activité. Bah écoutez, merci. On est parfaitement dans les temps, ce qui me laisse l'opportunité de vous poser une question avant d'embrayer sur la suite. En vous écoutant, on se dit, avec les commerces, on a vraiment le sentiment qu'on est dans un environnement métropolitain, déjà. Hein. Un desserrement des entrepôts, de la logistique, ça paraît évident. Est-ce que ça veut dire que la zone dense, Val-de-Marne en particulier, est appelée possiblement à être un lieu de développement privilégié de locaux d'activité plus petits et d'une forme de mixité, ou est-ce qu'on n'est pas encore capable de le dire aussi finement ? Alors, très clairement, je pense qu'effectivement, notamment avec le développement de la logistique urbaine, la fameuse logistique du dernier kilomètre, avec le développement de l'e-commerce, on va avoir besoin de plus en plus de locaux relais qui se développent, à mon avis, essentiellement dans des locaux d'activité, parce que les très grandes plateformes logistiques, elles se trouveront de plus en plus en deuxième, voire en troisième couronne. Donc qu'est-ce qu'on met, comment on les fait vivre, et puis la deuxième chose, c'est aussi, il y a notamment dans le Val-de-Marne, mais dans pas mal d'autres départements, une activité nécessaire de petite industrie, de petit stockage, etc., qu'il faut bien trouver à loger. Donc comment est-ce qu'on fait pour maintenir, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour maintenir ce tissu qui est important aujourd'hui encore, ce tissu de locaux d'activité en cœur d'agglomération. On avait travaillé, l'agence de développement du Val-de-Marne, l'ODIM 94, le département ont beaucoup travaillé déjà sur ces questions avec l'établissement public foncier d'Île-de-France, avec la Caisse des dépôts, avec des investisseurs, des opérateurs. Les conclusions aujourd'hui, et je me tourne vers Carmen Robert, on a le sentiment que même si la zone dense est un lieu privilégié justement pour ces locaux d'activité, vous évoquez à l'instant la question de la logistique du dernier kilomètre et tout ce que ça peut apporter de neuf, que on est quand même dans un marché relativement tendu, que l'expertise, elle est assez concentrée, je pense qu'on en reparlera par la suite aussi, elle est relativement concentrée dans un nombre limité finalement d'opérateurs, de promoteurs, de développeurs. Est-ce que c'est le cas et est-ce que vous vous y retrouvez dans la grande maille des conclusions du rapport d'étape qui nous ont été présentées ? Absolument. Je souhaitais tout d'abord souligner la pertinence de cette étude qui a mis de la lumière sur un produit immobilier qui est très mal connu, qui n'a même pas de statut juridique et qui est apportant un marché.
Le marché du local d'activité, vous l'avez souligné, cela représente, si j'ai bien noté, 22% des locaux qui sont développés sur le territoire de Vitry. Ça représente plus de 40%, je voyais, sur le territoire de Gennevilliers. Donc c'est un véritable marché. Le connaître, c'est déjà nous permettre d'avoir une stratégie de développement économique sur ces villes. Nous sommes, en tant qu'opérateurs, promoteurs, constructeurs, investisseurs sur le marché du parc d'activité essentiellement, ou opérateurs sur des opérations en clé en main. Nous sommes de plus en plus sollicités par des aménageurs, par des collectivités pour prendre place à la réflexion stratégique d'intégration de ces activités à un site urbain. J'ai de nombreux exemples des utilisateurs qui aujourd'hui exercent dans un milieu disparate, dans un milieu pavillonnaire sur l'étendue de la ville, qui est bon de pouvoir accueillir dans le cadre d'un parc d'activités qui est destiné à recevoir ce type d'activité, qui est construit pour respecter les normes de sécurité, pour lui permettre d'avoir une image qualitative, une image de marque, pour lui permettre d'avoir une qualité du cadre de travail pour les collaborateurs, etc. Est-ce que ça veut dire le produit immobilier de demain en zone dense sur la question locaux d'activité, c'est dans des parcs d'activité ou bien c'est des produits immobiliers singuliers dans un tissu urbain dense? Je suis tout à fait d'accord avec les résultats de l'étude qui montrent que plus le produit est multi-occupant, plus il a une possibilité de modularité, d'évolutivité dans le temps. Il aura été conçu pour permettre justement de pouvoir se tertiariser dans le temps. Il permettra de pouvoir accueillir à la place des cours de manœuvre des poids lourds, des parkings, au moment où le bien va évoluer dans le temps vers un produit tertiaire. Donc oui, je suis plutôt partante, bien évidemment, je défends le produit que nous développons, à savoir le parc d'activité. Est-ce que vis-à-vis dans vos discussions avec les architectes ou bien avec les pouvoirs publics, avec les collectivités, est-ce que le sujet parcs et locaux d'activité, il est aussi prioritaire que le développement du tertiaire? Probablement pas. Je n'ai pas un avis très pertinent sur la question puisque je n'interviens que sur la partie immobilière d'entreprise, mais les collectivités locales ainsi que les aménageurs ont pris conscience et nous sollicitent de plus en plus en amont pour faire partie de cette réflexion stratégique à comment intégrer l'activité en site urbain. Bien évidemment, les architectures en découlent, bien évidemment, le plan masse en découle. Nous avons deux opérations qui vont être développées sur le secteur Val-de-Marne, dont une qui va être présentée au CIMI pour la première fois, une opération d'Alfortville sur 6000 m², où on est allé chercher une densité plus forte que sur un parc traditionnel, à savoir sur un parc traditionnel, on fonctionne sur un COS de 0,5. Sur l'opération d'Alfortville, nous sommes sur un produit qui, dès le départ, aura un COS de 0,6 avec une tertiarisation possible à 0,75. Puis, nous sommes lauréats du partenariat Seine-Amont des Ardoines. Nous travaillons avec les PAORSA depuis 2 ans sur un produit type démonstrateur, un produit qui va nous permettre d'aller chercher un COS de 1 pour du local d'activité. Donc, en zone dense, on densifie les parcs et les locaux d'activité, c'est ça? Absolument. Et dernière question, ça fera le lien aussi avec Nicolas Thion ensuite. Il y a de la place pour des sociétés familiales comme la vôtre dans un marché. On a plutôt le sentiment, quand on parle de la logistique, des entrepôts, etc., d'être avec des opérateurs presque mondiaux. Là, on voit bien, et on a autour de la table plusieurs exemples. Les opérateurs du marché pertinent, ce n'est pas forcément les big players, ça peut être aussi des sociétés plus agiles. Je pense. Ce qui a peut-être fait notre réussite sur le marché du parc d'activité, c'est probablement l'intégration de toute la chaîne des compétences à partir de la conception, à la commercialisation, à la construction, puis à la gestion, puisqu'il y a des opérations qui sont gardées dans le patrimoine par notre foncière. Donc cette compétence de toute la chaîne de développement, avec un maillon qui est extrêmement important par les jours qui courent, c'est le maillon financier. Nous avons aujourd'hui la capacité financière de pouvoir sortir des opérations en blanc. Donc, intégration des savoir-faire, connaissance du marché, agilité. On a bien compris que vous étiez aussi porteur d'une volonté de qualité. Densification,
aussi des locaux d'activité en zone dense. Nicolas, est-ce que les constats qui ont été posés par Christian de Kerangal, l'expérience de Carmen Robert et de Spirit, vous êtes un observateur attentif du marché, un acteur attentif du marché, vous me disiez pas le plus grand mais très spécialisé, et par contre sur ces questions-là, un des acteurs incontournables à l'échelle francilienne, voire à l'échelle nationale. Aujourd'hui, l'équation entrepôt, parc d'activité, locaux d'activité, zone dense, est-ce qu'on sait la traiter ou pas ? Alors tout d'abord, donc cette société qui existe depuis 15 ans est un des leaders en transactions logistiques. Mettez-vous bien près du micro. Oui, pardon. En transactions logistiques et également en parc d'activité. Donc aujourd'hui, le parc d'activité, pour vous donner un ordre d'idée, en Île-de-France et surtout dans le Val-de-Marne, représente environ 250 000 m². Ce sont les locaux disponibles d'activité, et ils sont répartis de la manière suivante: c'est 52% a priori dans le diffus et 48% dans les parcs d'activité. Il reste très compliqué de déterminer en fait le volume et le parc en lui-même. C'est comme vous l'avez montré sur la carte, la carte de Vitry est très représentative du Val-de-Marne. C'est très complexe. Il y a assez peu de disponibilité dans les parcs. On s'aperçoit, alors un parc d'activité pour nous, c'est au moins 3000 m², 3000 m² de surface. On s'aperçoit que dans les parcs importants, notamment on pense à Rungis, à Bonneuil, on a un vide locatif beaucoup plus important que sur des parcs forcément beaucoup plus petits. Et voilà, puisqu'ils arrivent finalement quasiment à se faire concurrence eux-mêmes en fait. Les grands parcs d'activité se font d'une certaine manière concurrence entre eux. Exactement. Et on constate un taux de vacances plus important que sur des opérations plus petites. Exactement, environ 15%. En tout cas, par exemple, si vous prenez le parc de Bonneuil, le parc Sophibus, et souvent les petits parcs d'activité, vous avez des taux, souvent des remplissages à 100%. Monsieur Pandelio nous l'expliquera, mais il y a très peu de disponibilité. Aujourd'hui, le problème qu'on rencontre, c'est effectivement il y a une forte tertiarisation du Val-de-Marne. Moi, j'ai la sensation, j'ai regardé quelques études, que le développement bureau en fait est très complexe. Je crois qu'il y a eu à peu près 200 000 m² de commercialisés en bureau en 2011 et 50 000 seulement en 2013 et 2014, c'est pas beaucoup mieux, et 2015 encore moins bien. Donc il y a une tertiarisation, et aujourd'hui on se confrontait en fait où plaçons-nous les clients lorsqu'il y a des préemptions pour développer des immeubles de bureaux, où plaçons-nous ces clients en fait. Aujourd'hui il y a un attentisme, là où en entrepôt il y a un desserrement. Effectivement on n'a pas le choix, Moi il y a une statistique qui m'a marqué, c'est 228 habitants au kilomètre carré en Seine-et-Marne et 6000 habitants au kilomètre carré dans le Val-de-Marne. Donc c'est évident, on ne peut plus faire d'entrepôt, ou très peu, dans le Val-de-Marne. Donc il y a un desserrement. En locaux d'activité, je ne suis pas encore certain qu'il y ait un desserment. Je ne pense pas. On a juste, pardonnez-moi, étudié et regardé, en fait, il y a environ 50 transactions dans le Val-de-Marne, inférieures à 1500 mètres, qui représentent les parcs d'activité. 50 transactions par an par an. En moyenne. Exactement. Et dans le Val-de-Marne, 30%, 33% de ces transactions sont des sociétés du Val-de-Marne, 20-25% des sociétés parisiennes. Alors là, vous me direz, il y a des sièges sociaux, c'est pas évident, et beaucoup de provinces également. Donc très peu de desserrement, parce que finalement, après on a fait la même stat sur l'Essonne. L'Essonne, vous avez là 42% des sociétés essonniennes qui restent en Essonne, beaucoup de gens qui viennent de la province, il y a aussi des sièges sociaux, mais près de 40%, c'est énorme. Et finalement, peu de personnes viennent du Val-de-Marne. Donc il y a assez peu de mouvement vers la Seine-et-Marne ou l'Essonne en ce qui concerne le Val-de-Marne, à croire que les PME et les sociétés finalement se contiennent et font avec. Est-ce que, c'est une question que je vous pose à vous et à Christian de Kerangal aussi, est-ce qu'il y a un effet Grand Paris ? On est dans le Val-de-Marne, donc Val-de-Marne, qui dit Val-de-Marne dit Grand Paris, dit ligne 15 sud du métro. Est-ce qu'il y a un effet Grand Paris positif ou négatif déjà perceptible dans vos observations sur la question spécifique marché, entrepôts, locaux d'activité ?
Oui, il y a un effet du Grand Paris, c'est certain, hein. Il y a des sociétés comme l'EPF qui agissent beaucoup, qui préemptent énormément de foncier, de terrain, pour promouvoir de nouveaux parcs d'activités. Nous, on est ravis qu'il y ait des Spirit, par exemple, développe à Alfortville un parc de 6000 m². Simplement, il faut, je pense, maintenir des loyers qui restent cohérents, en fait. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises payent des loyers qui vont être entre 50 et 70 euros du mètre carré. Aujourd'hui, je pense qu'il est très difficile de sortir un nouveau parc d'activités avec des loyers autour de 60-70 euros le mètre. On est beaucoup plus proche, j'imagine, on se rapproche des 80-100 euros le mètre carré. Et là, clairement, il y a une grande majorité de clients qui ne pourront pas s'offrir ces locaux, ils ne pourront pas se les offrir. Et voilà, que vont-ils faire en fait ? Christian ? Moi, dans le même sens, bien sûr qu'il y a un effet Grand Paris, mais je pense qu'en fait, notamment sur la ligne 15, les différentes gares vont créer un certain nombre de polarités qui seront plus des polarités bureaux que des polarités activités. Donc là, je vous rejoins. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça va accélérer la mutation vers le bureau, vers la tertiarisation, et que du coup, ça va, entre guillemets, potentiellement, ça peut rejeter les locaux d'activité un peu plus loin par rapport à ces gares. Donc en tout cas, on peut se poser cette question-là. Et puis l'autre question, c'est également, ça fait monter la pression foncière, donc ça fait monter les prix. Et donc effectivement, il peut devenir compliqué de sortir des locaux d'activité à des loyers qui restent raisonnables. Je vous rejoins totalement là-dessus. Alors, merci. Didier Pindelio, vous êtes à l'origine, si je comprends bien, plutôt spécialisé sur les questions logistiques. Vous rentrez aussi sur cette question des locaux d'activité. Comment vous réagissez par rapport à ce qu'on vient de se dire ? Clairement, on est en plein dedans, puisque donc Prodrid, qu'est-ce que c'est ? C'est la première société foncière privée française, et notre patrimoine qui actuellement est valorisé à un peu moins de 2 milliards d'euros d'actifs pour 2,5 millions de mètres carrés, comprend essentiellement quasiment pour un tiers des locaux d'activité. Donc vous voyez, on est clairement dedans, et 27% c'est lié surtout à l'historique sur la logistique, 20% en bureau, et le reste en commerce, messagerie et quelques terrains qu'on développe. Alors aujourd'hui, clairement, la volonté affichée de nos actionnaires et de notre président, c'est d'augmenter la taille de cette foncière à 3 milliards. Sur le Val-de-Marne, on est particulièrement heureux. On a à peu près 100 000 m² de locaux, et principalement pour 80% de locaux d'activité, qui sont tous remplis. Et on n'arrive pas à répondre à la demande de nos clients, qui souhaiteraient souvent... Alors, Christian parlait de la logistique urbaine. Tous les messagers cherchent désespérément des locaux pour pouvoir effectivement assurer la livraison du dernier kilomètre. Et aujourd'hui, le prix des fonciers rend complètement illusoire le fait de pouvoir intégrer, notamment dans des zones très denses, très proches de Paris, la logistique. Qu'elle soit logistique pure avec des grands entrepôts, ou de façon générale, le prix des fonciers interdit complètement l'établissement de quelconque entrepôt. Sans compter que souvent, on a pas mal de sujets sur les nuisances apportées avec la logistique, avec évidemment, parce que qui dit logistique dit camion. Dès que c'est dense, on est souvent pas très loin des zones d'habitation, donc en général ça ne matche pas très bien. Et pour parler très concrètement des locaux d'activité, pour nous un local d'activité il doit principalement être composé de locaux d'activité, ce qui veut dire qu'au niveau, on voit les bureaux comme des bureaux d'accompagnement, et l'ensemble des fonciers qu'on regarde dans le Val-de-Marne, on n'arrive pas à faire tourner des bilans sur notre modèle, et généralement la seule manière de pouvoir équilibrer un bilan, c'est de monter la proportion de bureaux de manière très importante, qui n'est pas en général la demande des clients, en tout cas qu'on a nous dans le patrimoine, pour des locaux d'activité. Et souvent, je vous invite à voir quelques maquettes qui sont sur CIMI, vous verrez qu'un local d'activité, souvent c'est un local en rez-de-chaussée d'activité, et vous avez 2 ou 3 niveaux dits de locaux d'activité qui ressemblent fortement à du tertiaire. Est-ce que le marché des locaux d'activité est un marché conservateur ? Est-ce qu'il y a des besoins de transformation ? Alors, la question de l'architecture, c'est effectivement un sujet récurrent. Nous, c'est un sujet, parce que, comme je vous disais, la majorité quasiment du patrimoine, c'est des locaux d'activité. On a développé beaucoup de parcs en France, et effectivement, on a fait évoluer nos cellules, puisque les premières cellules type Prodrid, c'était des cellules de 500 m² qui pouvaient être regroupées à plusieurs... et avec des hauteurs de 8,50 m à 9 mètres sous poutre. Et aujourd'hui, la demande, par exemple, on s'est aperçu qu'il valait mieux descendre sur des cellules d'activité de 300 m², avec des hauteurs
qui maintenant n'excède pas souvent 7,50 m. Et on a développé un nouveau produit qui s'appelle le S by Prodrid. Et c'est plutôt du showroom, avec des cellules là, qui sont divisibles à partir de 100 m², qui ne montent pas à plus de 5 mètres et qui comportent une grande vitrine et qui a un gros succès. On l'a développé notamment à Strasbourg et Elancourt. Et on est sans arrêt effectivement en train de rechercher le produit adéquat. Sachant que les locaux d'activité, on y sera pour longtemps puisque ça correspond complètement à notre stratégie d'actifs qui repose sur la division du risque au maximum. Et c'est pour ça qu'on aime bien les locaux d'activité. Sans compter qu'il y a des normes beaucoup moins contraignantes que la logistique. Tout le monde connaît les normes ICPE qui posent quand même de grosses difficultés de réalisation. Et là, donc, on passe de 600, 700 à 300 à 100. Est-ce que c'est vous qui maîtrisez la commercialisation ou est-ce que vous travaillez avec des commercialisateurs? Alors, est-ce que le marché, il y a une réponse forte, une demande forte vraiment là-dessus? Ah oui, bah, ça sur le S by Prodrid, je peux dire qu'on a développé, d'ailleurs on multiplie cet exemple parce qu'on avait commencé à Strasbourg et le parc s'est rempli avant qu'on ait livré les bâtiments et effectivement on poursuit. Alors après, quand je vous parle des bâtiments d'activité pure, c'est que nous on n'est que sur un seul niveau. Rez-de-chaussée, éventuellement au premier étage des bureaux d'accompagnement qui rendent incompatible la création et l'implantation de ce type de modèle dans des zones telles que le Val-de-Marne, au vu de la pression foncière et de la demande importante qu'il y a sur ce secteur. Cette transformation de la demande, de l'offre aussi, vous la constatez, Nicolas Thion ou bien Carmen Robert? Oui, complètement. Mais ce que je voulais dire en fait aussi, c'est simplement une PME, c'est sur un local d'activité de 300 mètres, il va y avoir entre 5 et 15 employés, il va y avoir peu de monde. Et donc si on oblige ces sociétés à s'éloigner, souvent ils vont perdre un personnel qui est très important, ce qui fait qu'ils se contraignent en fait, et ils restent, et finalement ils se développent moins. Enfin, c'est ce qu'on remarque. Pardonnez-moi votre question, vous me demandiez? Non, oui. Oui, alors il y a peu de construction de parcs d'activité, donc, mais effectivement, on a tendance, on est plus sur des bâtiments et des locaux qui font 300 mètres aujourd'hui, 250 à 300 mètres carrés, que du 500, 600 à un moment, 700, 800. Donc effectivement, 250, 300 mètres, c'est le bon module, je pense. Carmen Robert. Par rapport à votre question, est-ce que nous percevons cette transformation? Oui, et nous l'anticipons dans la conception de nos programmes pour donner une seconde vie à ce produit qui va s'inscrire dans une ville, non pas pour rester le temps où une entreprise reste, mais le temps de quelques décennies. Donc on imagine des programmes qui de l'extérieur s'intègrent parfaitement au tissu urbain, avec des architectures qui vont être plutôt assez tertiaires pour des locaux d'activité. Puis dans la conception du programme, on imagine non pas des gros blocos sur des parcelles, des gros blocs sur des parcelles avec des activités en étage. Je rejoins tout à fait le point de vue que vous avez partagé tout à l'heure. Nous imaginons plutôt des plots, des immeubles qui sont un peu indépendants, mais qui permettent néanmoins d'avoir cherché une tertiarisation, donner donc un second souffle à ce produit avec les arrivées des nouvelles gares sur le territoire, avec le Grand Paris qui frappe à la porte, voilà, qui va s'y installer. Donc nous cherchons à avoir des produits qui vont évoluer. Oui, et juste pour ajouter sur l'esthétique, au niveau activité, on essaye vraiment de rendre des immeubles sexy, ce qui n'est pas toujours simple, et sortir un peu du bardage simple. Et je vous assure qu'on arrive à faire des produits plutôt assez esthétiques et qui se confondent bien, y compris dans les milieux denses. Il y a peut-être, Christian de Kerangal, là, un sujet pour le RIE. On sort de l'observation un peu macro. Est-ce que vous avez déjà anticipé sur la suite de ce travail au long cours d'autres éléments comme la connaissance des acteurs du marché, fine, des opérateurs, et puis jusqu'aux problématiques justement de la nature de l'offre, voire même jusqu'aux principes architecturaux? Ça fait sens? Alors, ça fait totalement sens. Clairement, l'ORIE, quand on travaille sur les bureaux, on a eu un certain nombre de travaux, de groupes de travail sur la connaissance quantitative, mais aujourd'hui, on s'attache à la connaissance qualitative du parc de bureaux, c'est-à-dire comment est-ce que les bureaux évoluent. On est plutôt, pour l'instant, dans une première étape qui est une connaissance quantitative du parc de locaux d'activité, mais bien évidemment, ça va de pair avec une meilleure connaissance de l'évolution des besoins, de l'évolution des produits, de l'évolution des acteurs.
Qu'est-ce qu'il faudrait recommander aux acteurs du Val-de-Marne, au département, à l'agence de développement économique, aux collectivités, aux grands acteurs des projets, pour mieux prendre en compte la pérennisation de locaux d'activité adaptés, peut-être densifiés, dans le Val-de-Marne? Carmen Robert. Déjà, au sens beaucoup plus large, je dirais effectivement donner une place à ce statut juridique, à ce produit immobilier qui, on voit, il est mal connu, il n'existe pas dans les 9 catégories. Pourtant, il est là puisqu'on nous le travaillons. Nous travaillons tous les 3, en tout cas autour de cette table. Puis, nous sommes toujours prêts à répondre aux sollicitations des acteurs locaux pour imaginer des produits qui peuvent leur permettre d'avoir une dimension organisée pour l'accueil de ces entreprises dans des cadres qui leur permettent de mutualiser des espaces et de les sortir de ces différentes implantations. Les entreprises sont parsemées sur tout le territoire de la ville. Autant pouvoir les accueillir à des endroits qui sont destinés pour cela. Didier Pindelio. Oui, je vais revenir un peu sur ce que je disais sur le coût d'activité, c'est d'essayer de conserver la vraie nature de l'activité du local, et souvent la tentation de la majorité des communes qui ont la chance d'avoir une pression foncière, c'est de nous orienter sur de l'activité qui ressemble fortement à du tertiaire. Donc, qui pour moi, Nicolas parlait des loyers, une entreprise qui fait de l'activité pure, je ne parle pas des bureaux de recherche, des activités intellectuelles, en général, elle n'a pas les moyens de payer un loyer qui ressemblera à un loyer de bureau. Nicolas Thion. Oui, les gens dont on parle, effectivement, ces clients-là souvent occupent les locaux d'activité les plus obsolètes, les locaux diffus les plus obsolètes qui sont implantés dans le Val-de-Marne. Et ils devront bouger un jour. Et ce sera très difficile de les faire venir sur des parcs à des loyers relativement élevés. Enfin, voilà, ces parcs fonctionneront, puisque forcément vous allez avoir certains clients qui vont les remplir immédiatement, mais on va en laisser beaucoup sur le côté, et c'est un peu dommage. Moi, ce que je retiens de notre échange, d'abord, il est trop rapide, il est trop court. Premier point. Deuxième point, à quel point ce travail de l'ORIE engagé répond à un manque de connaissances flagrant. Voilà. Manque de connaissances partagées aussi flagrant. Troisième élément, on en a vraiment besoin, c'est un besoin collectif dans le cadre justement de l'arrivée prochaine de Grand Paris Express, en particulier dans des tissus denses comme le Val-de-Marne, qui a des marchés qui sont à la fois en changeant et relativement stables aussi. On disait, je crois que c'était avec vous hier en préparant, on est une forte présence val-de-marnaise dans le Val-de-Marne et de réinstallation de val-de-marnais dans le Val-de-Marne. La question de la question de l'emploi, les questions économiques sont pas du tout à prendre à la légère par rapport à ça, parce que ces locaux d'activité sont aussi des lieux de l'emploi, de proximité. Et donc, comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on évite d'avoir une trop grande maille où un établissement public métropolitain ou régional préempte et un peu au détriment justement de cette fabrique du local. Tout ça reste à trouver. Et on voit bien aussi parallèlement qu'il y a des transformations de marché qui sont engagées, dont vous êtes à la fois les témoins et des acteurs, voire même des opérateurs. Une réduction des surfaces pour mieux répondre à la demande. Et ce que vous avez les uns et les autres dit de façon assez claire, c'est attention aussi à ne pas céder à la tentation de la tertiarisation excessive des parcs. Non pas par doctrine, mais parce que ça nous amène à des prix de sortie qui sont très différents des prix de 50 à 70 euros par mètre carré que vous évoquiez, et qu'aujourd'hui on ne sait pas trop comment faire et quel dispositif d'accompagnement permettrait justement d'éviter un phénomène d'éviction de ces activités au cœur de la zone dense.